La Syrie est à la croisée des chemins. Libération pour les uns, cauchemar pour les autres. Après 13 ans de guerre civile, le régime de Bachar al-Assad s'effondre sous une pression interne et externe grandissante, ainsi que des contradictions devenues insoutenables pour le pays. Une coalition de rebelles, soutenue essentiellement par la Turquie, a pris Damas dans une offensive éclair, provoquant un bouleversement dont les répercussions mondiales ne font que commencer. Mais cette guerre, bien qu'ayant franchi un tournant majeur, est loin d'être terminée. Derrière la chute d'Assad, plusieurs acteurs internationaux et régionaux redessinent les contours du Moyen-Orient, et parmi eux, Israël joue un rôle bien plus décisif qu'il n'y paraît. La guerre en Syrie débute en 2011, dans la vague des printemps arabes. Ce qui commence comme des manifestations pacifiques contre le régime de Bachar al-Assad se transforme rapidement en un conflit internationalisé, certains parlant même d'une troisième guerre mondiale avant l'heure. Assad se retrouve face à une mosaïque de factions rebelles, des groupes démocratiques, des forces kurdes en quête d'autonomie, mais aussi des mouvements islamistes radicaux, soutenus, entraînés et financés par des puissances étrangères, des fois contre toute logique et respect du droit international. Et j'en sais sans doute au moins autant que vous sur ce qui se passe là-bas. Je voudrais vous rappeler, simplement pour vous rafraîchir la mémoire, je me souviens de la période où M. Fabius disait que le front Al-Nosra en Syrie faisait du bon boulot. D'accord ? C'était des djihadistes comme les autres. Et fort heureusement... Parmi ces groupes, le Front Al-Nosra se distingue. Créé en 2011 par des djihadistes envoyés depuis l'Irak, il devient rapidement la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Leur objectif est clair, renverser Assad et imposer une gouvernance islamiste stricte. Ainsi, en 2016, Al-Nosra tente de se distancier de son passé en se rebaptisant Hayat Tahrir al-Sham, ou bien HTS. Mais malgré ce changement de nom, ses crimes et son idéologie restent dans les mémoires. Aujourd'hui, HTS contrôle une grande partie de la province d'Idlib, où il a instauré un gouvernement islamiste sous la direction d'Al-Joulani. Cette faction controversée a été un acteur clé dans la chute d'Assad, mais son rôle reste marqué par des alliances floues et des intentions ambiguës. Mais la montée en puissance de HTS ne s'explique pas sans le rôle de la Turquie et de la Russie. Ainsi, le 5 mars 2020, un accord entre Poutine et Erdogan gèle le conflit syrien, consacrant Moscou comme une puissance militaire victorieuse et un médiateur incontournable. Erdogan, quant à lui, a toujours su manœuvrer en fonction de ses intérêts géopolitiques, mais 4 ans plus tard, c'est bien lui qui fait défection, car quelles que soient les déclarations officielles, il est militairement impossible qu'HTS ait renversé le régime d'Assad sans le soutien logistique et le renseignement turc. Cette stratégie marque un tournant. La Turquie se repositionne, laissant Moscou et Téhéran face à leurs propres contradictions. Pour la Russie, perdre son influence en Syrie, notamment sa base navale stratégique à Tartus, n'est pas une option. Mais le jeu syrien est désormais plus complexe que jamais. Ainsi, le 8 décembre 2024, Damas tombe. Une offensive coordonnée entre HTS et d'autres factions rebelles, soutenues par la Turquie et d'autres États, met fin à 24 ans de règne de Bachar al-Assad. Cet événement marque la fin d'un régime mais ouvre ainsi une période d'incertitude extrême. Qui gouvernera la Syrie ? Quels sont les nouveaux équilibres de pouvoir ? Et surtout, quels intérêts poussent les grandes puissances dans ce conflit ? La Syrie post-Assad est une mosaïque de territoires fragmentés. HTS domine donc le nord-ouest avec Idlib, les Kurdes contrôlent toujours le nord-est, et les régions centrales sont plongées pour l'instant dans un chaos total. Mais au-delà des rivalités locales, ce sont les grandes puissances Russie, États-Unis, Turquie, Israël qui se positionnent pour influencer l'avenir du pays. Tartus est au cœur de cette bataille stratégique. Cette base navale, seule ouverture militaire de la Russie sur la Méditerranée, est essentielle pour Moscou, elle est vitale. Mais des alternatives comme la Libye ou le Soudan, bien que possibles, posent des risques majeurs. Instabilité politique et logistique, mais aussi défis liés au renseignement. Poutine peut-il vraiment sacrifier un atout aussi précieux que Tartus ? Rien n'est moins sûr. Galvanisé par une année d'action militaire sans précédent dans la bande de Gaza et au Liban, aux conséquences humanitaires désastreuses, Israël avance ses pions. Depuis le début du conflit, Tel Aviv a mené des centaines de frappes en Syrie, ciblant principalement des convois d'armes destinés au Hezbollah et des bases militaires iraniennes. Mais après la chute d'Assad, Israël pousse davantage. Ainsi, quelques heures après la chute de Damas, l'armée israélienne prend le contrôle de la zone tampon du Golan, sous mandat de l'ONU. Officiellement temporairement, cette occupation est en réalité un pas stratégique. Un plan de colonisation est déjà en place visant à doubler la population de la région. Le Golan, zone clé pour la sécurité israélienne, devient un symbole de l'extension des l'État hébreu dans ce Moyen-Orient en recomposition. Et visiblement, ils ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Avec vous
de Christophe Lemoine, puisque à l'instant, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, affirme que le Golan annexé appartient à Israël pour l'éternité. Voilà l'expression qu'il utilise, avec, en réaction de la part des Nations Unies, ce qu'ils appellent une violation de l'accord de 1974. Est-ce que la diplomatie française a un commentaire à faire sur ces déclarations? Rappelons que, je parle sous le contrôle du vice Gosset, il y a eu une avancée de l'armée israélienne. Ils ont occupé une partie de cette zone tampon entre Israël et la Syrie dans le Golan. La position de la France a toujours été assez constante sur ce sujet. On a toujours considéré que le Golan était un territoire occupé. Et donc syrien. Occupé par Israël. Donc ça fait partie de la Syrie selon la position française. C'est occupé par Israël. Et pour l'éternité? Aujourd'hui, on peut distinguer 3 potentiels scénarios pour l'avenir syrien. Le premier serait un morcellement ethnique. Le pays serait ainsi divisé en fiefs, un Kurdistan syrien au nord, un territoire alawito-chrétien sous influence russe, et enfin un fief sunnite sous contrôle américain et un bastion chiite pour l'Iran. Le second plan serait un chaos incontrôlable. La libération de milliers de djihadistes actuellement détenus par les Kurdes pourrait provoquer un nouvel embrasement général, déstabilisant tous les acteurs, Washington, Moscou, Téhéran et Ankara. Enfin, le troisième scénario serait un nouvel équilibre imposé. Les grandes puissances pourraient négocier une stabilité fragile, mais cela nécessiterait des concessions impossibles à concilier avec leurs intérêts divergents. Alors, qui veut la peau de la Syrie? Turquie, Israël, Russie, Iran, États-Unis, tous avancent leurs pions sur cet échiquier complexe. Mais pour les Syriens eux-mêmes, la chute d'Assad n'a pas apporté de réponse concrète. Elle a ouvert un nouveau chapitre, fait d'espoir et de joie pour les uns, et d'incertitude et de souffrance pour les autres. Ce nouvel ordre pourrait redéfinir le Moyen-Orient, mais à quel prix ?